Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you, to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Dans un podcast que j'ai fait avec plaisir, le podcast s'appelle Illuminati. Je débute mon histoire, je débute mon podcast en vous parlant d'un des livres les plus célèbres de l'histoire, le fameux Code da Vinci, le grand succès littéraire publié en 2003, 570 pages. Qui se lisent quand même assez rapidement. C'est tellement bon, le Code da Vinci, on dirait qu'on veut ralentir la cadence de lecture parce que c'était très bon. C'est un livre qui a marqué l'histoire. Mais après la Bible, le Coran, le petit livre rouge de Mao, en 4e place, dans l'histoire de l'humanité. En 4e place, c'est une histoire toute espagnole, 100% espagnole. Et on peut qualifier ce livre-là comme le premier roman. Donc, c'est l'histoire de Don Quichotte. Don Quichotte, livre qui a été publié en 1605. L'auteur, c'est Miguel Cervantes. Qui était Cervantes? Ben, c'était, dans le temps, c'était un noble. Et ce gars-là, qui était fils de quelqu'un d'assez riche, il a été soldat aussi. Et lui, il a appris, Miguel Cervantes, il a appris à écrire des textes, à écrire, si je peux dire, un roman. Il a appris ça durant sa captivité. Il a été emprisonné en Afrique du Nord. Il a été capturé par des corsaires au service des Turcs. Et à un moment donné, parce que vu qu'il était, il était noble, mais il aimait voyager, il était un peu soldat à travers ça. Donc, il s'était fait couper une main. Et Cervantes, une main en moins, a été emprisonné. Il a même été esclave à un moment donné dans sa vie. Pour le sortir de là, bien, sa famille ont payé une rançon pour qu'il revienne en Espagne. La vie de Miguel Cervantes est tout à fait passionnante. Cet écrivain-là, sa vie, c'est vraiment quelque chose. Puis son œuvre aussi est passionnante. Imaginez, c'est plus d'un demi-milliard de personnes qui ont déjà acheté le livre. C'est fou. Donc, le livre Don Quichotte, c'est une histoire qui a passé le temps. Tout le monde connaît l'histoire de Don Quichotte. Donc, Don Quichotte, l'histoire, c'est un gentilhomme. Un gentilhomme qui aimait beaucoup, beaucoup lire. Et il a tellement lu, ça c'est l'histoire du livre. Donc, Don Quijote, on le dit en espagnol. Donc, c'est un gars qui a tellement lu de livres, mais lui, il aimait beaucoup les livres sur la chevalerie. Il aimait beaucoup toutes les histoires de chevaliers puis tout ça. Il aimait tellement ça qu'il en a perdu la tête. Il est venu comme un peu maboule, il est venu comme un peu fou et décide
du jour au lendemain de partir à l'aventure avec son cheval. Il s'assoit sur son cheval, puis là, il veut combattre. Il veut combattre. Ben, lui, il se voit comme un chevalier. Donc, Don Quichotte, il veut combattre les ennemis. Il voit des ennemis partout. Il voit des géants. En fin de compte, les géants qu'il voit, vu qu'il est un peu fou, les géants qu'il voit, ben, c'est des moulins à vent. Mais c'est ça, on voit souvent Don Quichotte, on voit les images de Don Quichotte qui est à cheval et on voit toujours les moulins à vent. Donc, pour lui, c'était comme des ennemis. Il s'imaginait des choses. C'est comme un peu comme une psychose, si je peux dire. Donc, il n'était pas seul. Don Quichotte, il y avait quelqu'un avec lui, un laboureur de champ, un gars qui le suivait tout le temps, Sancho Panza. Ça, c'est comme son ami. C'est comme son... Comment dire? Et les deux se promènent à travers la Mancha, à travers la campagne, et voient... ils sont toujours ensemble, ils voient des choses, mais c'est toujours la même histoire. C'est Don Quichotte qui s'imagine des choses, tellement qu'il voit des armées à un moment donné. Il voit, il y a une armée qui va venir nous attaquer. Je vois une armée. En réalité, c'est un troupeau de moutons. Donc, on voit un peu. Mais la relation de Sancho Panza, lui qui avait toute sa tête, mais peut-être pas la personne la plus éduquée, si je peux dire. Donc, lui, il avait toute sa tête. Lui, il n'a jamais, Sancho Panza, il a toujours voulu raisonner son maître, mais par son tempérament, il a toujours resté fidèle à son maître, même si lui, il déconnait un peu, si je peux dire. Mais dans l'histoire, cette histoire-là particulière, écrite en 1600, c'est très, très vieux comme histoire, mais tout le monde la connaît, l'histoire. En gros, là, tout le monde connaît l'histoire de Don Quichotte, mais l'histoire, c'est que c'est deux personnes indissociables. C'est un peu le fond de cette histoire-là, l'espèce de morale. Deux personnes différentes, deux statuts différents. Un a toute sa tête, l'autre non. Donc, c'est comme deux personnes que jamais ils vont pouvoir se séparer. C'est deux amis, c'est une relation spéciale. Donc, Don Quichotte de la Mancha et Sancho Panza, c'est un duo incroyable. C'est comme, si je peux dire, un duo comme Astérix et Obélix, qui est un duo. On ne peut pas les séparer. C'est impossible. Abbott et Costello, on ne peut pas les séparer. Laurel et Hardy, on ne peut pas les séparer. Ils sont ensemble. Et plus près de nous, ici au Québec, ben, Tigus et Timous, donc les humoristes, on peut pas les séparer. Ils sont ensemble. Ça va ensemble. Donc, on voit un peu comme des duos éternels, si je peux dire. Ils vont toujours être dans l'imaginaire, à jamais, ils vont être ensemble. Et on le voit, Don Quichotte, l'histoire aujourd'hui, qui est encore racontée, mais ce duo-là était vraiment inséparable. Donc, Don Quichotte, on voit souvent l'image, on voit en Espagne, on voit souvent l'image, mais Don Quichotte, ce n'est pas l'image de l'Espagne. L'Espagne, l'image principale de l'Espagne, c'est le taureau. Le taureau, le gros taureau noir. Ça, c'est réellement l'image. Au-delà du drapeau espagnol, c'est vraiment le taureau qui est l'image. Don Quichotte, c'est l'image de la Mancha. Don Quichotte de la Mancha. La Mancha, c'est Castilla-La Mancha. Il faut faire une différence. En Espagne, il y a la région ici de Castilla et Léon, ou Castille et Léon. Ça, c'est plus dans le nord, au nord de Madrid. Castilla-La Mancha, là, on est au sud. Pourquoi c'est le même nom Castilla, Castille, la Grande Castille? Parce que le fameux royaume de Castille, là, on tombe dans toute l'histoire de l'Espagne, on les jasait un peu aussi dans des podcasts. Donc, le fameux royaume de Castille qui était une grande puissance. Aujourd'hui, il y a comme ces deux régions en Espagne. Donc, Castilla-La Mancha, c'est le grand plateau au sud de Madrid, je peux dire au centre du pays, et c'est près de la moitié de la production de vin espagnol. Pourtant, c'est une région qu'on
connais pas trop en Espagne, qui est moins connu, qui fabrique beaucoup de raisins pour faire les fameux brandy espagnols, beaucoup, beaucoup. Mais c'est une région... Il y a une histoire de cette région-là, c'est que sa vocation lointaine, c'était de produire beaucoup de vin. Donc, des flots et des flots de vin. Et vous voyez l'image un peu, la fameuse bouteille à 1 euro. Donc, on va en Espagne, des fois, on va au supermarché, on voit la bouteille de vin, 1,20 €, une pièce et 20. Pas en dollars canadiens, mais je veux dire, c'est en euros, mais ça vous donne un peu l'idée. Des fois, on voit des bouteilles, moi j'en ai vu souvent, 95 cents d'euros. Vous voyez? Donc, les vins, un peu des vins de tous les jours, si je peux dire. Donc, des vins pas chers ou les vins qu'on voit des fois dans des cruches. La fameuse cruche en plastique de 5 litres de vin à 6 euros. Ou des choses comme ça. Donc, on voit, ça a toujours été en Espagne, cette région-là, un gros, gros producteur de vin de table. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et oui, il y avait beaucoup de vins qui donnent le tournis, dans le sens que c'est pas des grands crus. Là. On est dans une région où qui fabrique beaucoup, beaucoup de vins. Mais, encore aujourd'hui, mais dans les années 70, il y a eu une nouvelle ère de cette région-là, de la Castille-Mancha. La nouvelle ère, il y a eu de l'investissement, beaucoup d'investissement, et le fameux cépage RN qui est un cépage très peu connu, mais qui est très populaire en Espagne, qui sert justement, comme je vous l'ai dit, à faire des brandy et d'autres alcools. Il y avait d'autres cépages aussi, mais la Castille et la Mancha, ils ont réussi, je peux dire, ils ont réussi à faire du très bon et à faire du quand même du bon, pas trop cher, et du très bon aussi. Ils travaillent très fort. Je vous le dis, ils travaillent très fort parce que c'est une région excessivement chaude. Il est là le problème. C'est que ça prend des cépages qui endurent la chaleur. L'été, le centre de la péninsule est torride. C'est quand même torride. Je me rappelle, je vous parle, j'ai un souvenir dans ma tête, je crois que c'était à mon 3e voyage ou 4e voyage là-bas. Et l'autobus, je prenais l'autobus entre Madrid vers Malaga. Et j'ai pris, je prenais l'autobus la moins chère en fin de compte. Souvent, il appelle l'autobus qui fait la campagne, qui fait la campagne. Donc, à place de prendre, parce que l'autobus ne prend pas l'autoroute, mais serpente à travers tous les petits villages pour se rendre. Donc, c'est très, très long. C'est très long, mais on voit du paysage. Puis, on voit plein de petits villages incroyables. Donc, l'autobus qui fait une genre de pause pipi, il devait faire 45 degrés, 50 degrés au soleil. C'était fou comment il faisait chaud. Chaud, sec, mais chaud. Au soleil, c'est assez impressionnant. Et un stop comme ça dans un petit resto, justement, dans cette région-là. Et La Mancha, dans ce coin-là, il y avait un petit bar. Le bus s'arrête. Donc, le fameux bus qui fait la ride El Campo, qu'il appelle. Petit village, on l'arrête là. Salle de bain. Qu'est-ce qu'il y avait dans le restaurant? Je peux dire restaurant, resto ou bar, c'est plus un genre de petit bar. Tout ce qu'il y avait, c'était du vin, du pain et des olives. Il n'y a rien d'autre.
Est-ce que vous avez un Coca-Cola? Je vais vous prendre un Coca-Cola. Le monsieur de l'autre bord du comptoir, un genre de petit restaurant sombre, c'est normal. Lui, il ménage l'électricité et en même temps, quand c'est sombre, c'est plus frais un peu. Il n'y a pas d'air climatisé. Monsieur, ici, je n'ai pas de Coca-Cola ici. Coca-Cola, il dit c'est au prochain village. Moi, je suis au bord de la route. Je n'ai pas de Coke ici. Du Coke, tu vas en avoir au village. Ça m'a toujours marqué. Mais c'était typique des grandes plaines de la Mancha. Imaginez, petit restaurant blanc au milieu de nulle part, puis au loin, tu vois des fois, tu vois des champs à perte de vue de tournesol, et des fois, tu vois à perte de vue d'oliviers, et tu vois des moulins à vent. C'est beau, ça n'a pas de sens. Puis cette ambiance-là, justement, extraordinaire de la Castille, j'adore. Et en parlant de vin, justement, il y a 7 dénominations d'origine. On va dire plus connues 7. En réalité, il y en a 9. Il y en a 9. Je vais vous nommer les 9, les 7 qui ont un peu plus d'action, si je peux dire, parce que c'est une place un peu spéciale. Carrément, c'est une place un peu spéciale. Donc, le fameux, la dénomination Valdepeñas. Valdepeñas. Ça, c'est un mot magique. Valdepeñas, c'est un mot magique. Pour les enfants, les petits-enfants, le mot magique, le fameux mot magique, c'est merci. On dit, il faut dire merci, c'est le mot magique. Il faut dire merci quand quelqu'un nous donne quelque chose. Il faut dire merci. En Espagne, le mot magique, c'est Valdepeñas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis dans un resto, vous êtes perdu quelque part. Vous êtes assis dans un resto, mais je ne sais pas, il y a un menu, puis le resto il a l'air un peu chic. Là. Il a l'air pas pire, le resto. C'est pas un petit bar. Là. C'est un resto pas pire, puis on est servi, puis tout ça. Puis il y a un menu pour la bouffe, mais il n'y a pas de menu pour le vin. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme vin? Voulez-vous du vin? Valdepeñas. Je vais vous prendre un Valdepeñas. Ça vous assure de ne pas avoir une bouteille trop chère. Si vous dites Rioja, là, le gars peut s'amuser avec vous. Là, le gars, il va voir Shenki qui a de l'allure, là, caché en dessous. Là, il va pouvoir aller vous chercher peut-être, je ne sais pas, moi, un 20 €, ou à peu près, grosso modo. C'est-à-dire quand tu as un 30 €, mais si vous dites un Valdepeñas, vous êtes sûr d'avoir du vin rouge pas trop cher. J'ai du vin rouge pas trop cher. Un Valdepeñas rouge, OK, ça fait mon affaire, le fameux Valdepeñas. Et un des brands, une des maisons, je peux dire, ou une marque très, très connue de Valdepeñas, c'est Laguna de la Nava. Laguna de la Nava. Donc, en blanc, c'est du Verdejo. Très, très connu. En Espagne, très connu. Ici aussi. Vraiment, là, très connu parce que c'est du bon vin. C'est un bon Valdepeñas. Un bon vin. Tout le monde aime les Laguna de la Nava. Puis on l'aime en blanc. Comme je viens de vous le dire, c'est du Verdejo. Mais en rosé, il s'envole tout le temps très, très vite. Très, très vite. Parce qu'il est très bon. Et cheapo. C'est ça qui est le fun. C'est un Tempranillo rosé. Tempranillo rosé. C'est le bonheur. C'est le Laguna de la Nava rosé. Et en rouge, assez corsé, assez équilibré. Le Laguna de la Nava Grande Reserva, il fait un job. Là. Il fait vraiment un job. Et toujours à prix d'amis, c'est ça qui est le fun. Le blanc, le rosé, le rouge, à prix d'amis, c'est comme en Espagne. À prix d'amis, parce que c'est du Valdepeñas. Là, dans les dénominations, je veux dire, on a la Mancha, la fameuse Mancha. Donc, un vin connu, de plus en plus connu même, mais de plus en plus très, très, très connu, Bolbert. C'est la bodega Bolbert. Bolbert, revenir, qui veut dire revenir. V-O-L-V-R, Bolbert. C'est 15 degrés alcool. C'est une bête. Là. C'est une bête qu'il faut faire respirer un peu. Quel
bon vin. C'est très, très bon. L'autre nom, c'est dans la région, la dénomination, c'est la Manchuela. Manchuela, un vin qui est très le fun, euh, très peu de sucre, 1,2 g de sucre au litre. C'est un 100% bobal. 100% bobal. C'est un cépage originaire du sud-est espagnol. C'est dans le coin. Le bobal, il y a comme une expression un peu, s'ils disent, c'est comme le vin pour la paella. Donc, le paella, on parle du bobal. Pourquoi? Parce que ça vient justement, c'est proche de la région de Valence. Pour Valence, la paella, toute l'histoire. Eux autres sont tellement chauvins sur leur patente. Donc, le nom du vin, c'est le Clos Lorraine. Le Clos Lorraine, très, très peu de sucre. Vous allez l'aimer, qui vient de la Manchuela. Almansa. Oh, c'est un nom qui dit quelque chose. Surveillez. C'est une région qui est de plus en plus regardée, si je peux dire, à l'international. Le petit coin de l'Almansa. Donc, surveillez. On est toujours là. On est toujours dans le grand. On est dans la Castilla et León. On parle de vin et le petit coin de l'Almansa. Surveillez les produits de la bodega Atalaya. Atalaya. Regarde, on lit quasiment les fesses sur l'Andalousie et leurs vins sont assez, je vous le dis là, sont assez spectaculaires. Puis toujours, c'est ça qui est le fun, toujours à des prix qui a de l'allure. Les régions que je vous parlais tout à l'heure, c'est plus 7 que 9. Arrêtez les 9 parce qu'il y a le petit coin de Mondejar. Mondejar, c'est dans le coin là, on est un petit peu plus dans le coin de Guadalajara. Donc, c'est un petit peu plus au nord. J'ai jamais goûté de vin de cette région-là. Et l'autre région aussi, l'autre dénomination d'origine, Ribera del Júcar. Mais ce n'est pas le fameux Ribera del Duero. Ribera del Duero, on le connaît très bien. Ceux qui achètent beaucoup de vin espagnol. Mais là, on est dans le nord. Là, on est dans le sud. Ribera del Júcar, c'est une toute petite appellation et je n'ai jamais trouvé de vin ici qui est sur cette appellation-là. J'en ai jamais trouvé. Si je vous parle de Jumilia, oh, ça c'est un mot qu'on entend, on le voit souvent sur les bouteilles aussi. Jumilia, les amateurs de vin adorent cette petite région-là. La bodega Juan Gil, G-I-L, a fait beaucoup, beaucoup de parler d'eux autres dans les dernières années, mais on peut fouiner aussi pour ça. L'autre, Mentrida. Oh. Mentrida, on peut dire c'est comme un peu la nouvelle vedette, si je peux dire, la petite star montante de la région de Castilla-La Mancha, Mentrida, avec la maison Jiménez Landi. L-A-N-D-I. Jiménez Landi. C'est parfait. C'est parfait. Les grands crus de Jiménez Landi sont pas trouvables. C'est pas compliqué. Ils font des grands crus, ne sont pas trouvables. Mais ce qui est trouvable, c'est le petit El Corralón. El Corralón, 2R. Donc, El Corralón, c'est un mix de grenache. C'est toujours El Corralón, c'est toujours la grenache en premier. Des fois, ils vont mixer un autre cépage. Mais ça fait vraiment la job chez Jiménez Landi. Mais les grands crus, je vous le dis, aussitôt qu'ils arrivent sur le marché, ils disparaissent automatiquement. Il y a de plus en plus de fans de vin espagnol et souvent, sont un peu... Puis là, je parle ici de fans de grands crus espagnols. Et ils ne vont pas tellement en parler, si je peux dire, parce que des fois, c'est des noms, c'est des cépages ou c'est des régions pas connues
Donc, des fois, c'est un peu moins, dans une discussion, ça s'amène un peu moins bien là, que des fois des grands crus connus, des régions très, très connues dans le monde. Mais quand il arrive ces bouteilles-là sur le marché, elles disparaissent. C'est automatique. Donc, il y a une demande. Et chez Jiménez Landi, eux autres, ça disparaît automatiquement. Donc, c'est un peu ça, cette région d'Espagne-là, qui est tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Imaginez-vous, c'est des paysages super, c'est un peu comme une plaine, si je peux dire. Une région plein de petits villages spéciaux. Là. Il y a des affaires le fun à se promener dans ce coin-là. Et c'est un gros producteur de vin. Gros producteur de vin de masse. Mais j'adore, c'est le cœur de l'Espagne. Dans le fameux petit bar, je les appelle les petits bars parce que l'Espagne, c'est le pays au monde où il y a le plus de petits bars par capita. Donc, dans le petit bar, on prend un verre de rouge, on prend un verre de blanc ou de rosé, mais c'est souvent servi dans un verre plat. Et presque toujours, c'est un vin de la Castilla et la Mancha. C'est presque toujours un Valdepeñas. C'est toujours parce que c'est des vins abordables. Et les restos, c'est pas compliqué. Ils vous donnent un verre et ils vous donnent un tapas d'olive, un petit tapas d'olive avec ça. Et quand vous prenez un autre verre, vous avez un tapas d'anchois, un tapas de porc, un tapas de lupin, un tapas de pistache, un tapas de sardines. Oups! Je suis quand même rendu à 6 verres de vin. Regarde, on se dit hasta mañana et on recommence demain. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.